À la une de l'actualité ce soir, l'autisme, une maladie des troubles du comportement parfois négligés au Burkina. Ce 2 avril, la communauté internationale consacre la journée à cette maladie. Mais comment se manifeste-t-elle? Existe-t-il une prise en charge médicale au Burkina? Peut-on guérir de la maladie? Ibrahim Zungrana est notre invité, il est psychologue, il viendra répondre à nos questions. Dans le journal également, ce marché atypique où on ne vend que des têtes et pattes de bovins et caprins à Ouagadougou, appelé en moré Bouzoutia. On peut y trouver des restes d'animaux. Les clients viennent souvent de loin pour s'approvisionner. Vous le verrez dans cette édition. Dans cette édition également au Niger, la leçon est-elle bien apprise? En tout cas, il n'y aura pas de troisième mandat pour le président Mahamadou Issoufou qui cédera son fauteuil en 2021 à la fin de son second quinquennat. Il refuse ainsi de tripatouiller la Constitution pour se maintenir au pouvoir, comme l'a fait son prédécesseur Mamadou Tandja. Ce sont là les titres du 20h. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver. Mais d'abord, des jeunes burkinabés qui s'interrogent sur le rôle dans la mise en œuvre du PNDS. Ce week-end à Ouagadougou, ils se sont retrouvés pour un forum, une rencontre qui doit leur permettre d'établir un diagnostic de leurs préoccupations pour mieux contribuer à ce programme. Bouma Ernest Nibier. Le palais de la culture Jean-Pierre Guingané de Ouagadougou pris d'assaut par la jeunesse du Kadiogo. Au centre de ce forum, le PNDS. Organisée par l'Action burkinabé Jeunesse au Travail, Agité Burkina, cette rencontre devra permettre aux participants de se pencher sur leur rôle dans la mise en œuvre réussie du PNDS, le nouveau référentiel de développement au Burkina. En décidant de la tenue d'un forum débat national autour du thème PNDS, emploi des jeunes, enjeux et défis, l'Agité Bar Burkina veut traduire par la tenue du forum présent la prise de conscience d'une jeunesse résolument engagée sur les grands chantiers du PNDS. La rencontre sera mise à profit par les participants pour réfléchir sur les problèmes actuels de la jeunesse burkinabé et les recommandations qui seront faites au terme de ce forum seront transmises au gouvernement. Je les invitais dans mon discours à avoir des débats francs, ouverts et à poser des analyses pertinentes qui vont déboucher sur des recommandations qui pourront nous permettre, nous aider à voir comment nous pouvons collaborer avec eux, comment nous pouvons les accompagner sur les sujets de leurs préoccupations. Ce forum marque le lancement officiel des activités de l'AGT Burkina, cette jeune association qui a vu le jour en février 2017. Une mise en œuvre du PNDS qui ne se fera que dans la quiétude et la paix sociale. Et pour la paix sociale, une démarche semble importante pour le réseau Afrique Jeunesse, celle de la réconciliation. La conviction du réseau est qu'il faut aller vers une réconciliation accélérée avec ce que le pays a connu comme insurrection et transition. Explication, Adama Guiti, Adama Koulibaly. La jeunesse burkinabé ici réunie s'engage pour une réconciliation au Burkina après l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014 et le coup d'État manqué de septembre 2015. Par le lancement du projet Stratégie de réconciliation accélérée dans un Burkina post-transition, le réseau Afrique Jeunesse veut impliquer les élèves et étudiants, les leaders coutumiers et religieux, les partis politiques, les élus locaux, ainsi que les victimes des événements douloureux dans l'avènement de la cohésion sociale à travers la promotion du dialogue interreligieux, de la tolérance et de comportements responsables. Pour nous, la réconciliation doit être citoyenne, elle doit venir des populations, elle doit accompagner les dynamiques des gouvernants, y compris ceux de l'autre côté. Nous travaillons également avec le Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale, ça c'est même important, c'est notre contribution à la réconciliation. Nous travaillerons avec des contributions intellectuelles, techniques, des ateliers que nous allons reverser, tout comme aussi les témoignages. Également, nous travaillons à la mobilisation. Vous savez qu'aujourd'hui, la réconciliation, c'est un peu devenu la tarte à la crème, tout le monde en parle, mais tout dépend du contenu qu'on y met. Nous avons peut-être la chance d'être la structure fêtière officielle à qui on a confié cette charge d'examiner près de 5065 dossiers. Et donc il nous appartient de les examiner et d'apporter la lumière qui sied. D'une durée de 2 ans, ce projet sera mis en œuvre à travers de cadres de concertation,
des forums citoyens, des productions audiovisuelles à l'intention de toutes les couches sociales, et ce, dans les 13 régions du Burkina. Et puis de l'énergie solaire pour 2 villages de la province de Zunwego. Des centrales viennent d'être installées pour exploiter cette énergie non polluante. Désormais, la lumière est disponible de jour comme de nuit et bien d'autres habitudes connaîtront des changements. Roger Cam, Vincent Tienderbego. C'est la ville au village, ici à Kaïbo Nord V2. L'électrification du village a changé le mode de vie et l'activité économique des habitants. Pour nous restaurateurs, ça nous permet de continuer nos services, même à la tombée de la nuit. Il y a les vidéoclubs, les boutiques qui restent animées jusqu'à minuit. L'avènement de l'électricité est ici célébré par la population à l'occasion de l'inauguration de la centrale électrique de 7 kW réalisée dans le village. Une réalisation du Service international d'appui au développement, SIAD, avec le soutien de plusieurs partenaires, dont l'Union européenne. Et ça permet d'apporter, non pas autant que nécessaire, mais quand même de l'électricité dans des villages où avant il n'y avait rien, pas d'électricité. Bref, c'est le développement qui arrive avec l'électricité. Le village de Dissomé a aussi obtenu les mêmes réalisations et c'est en tout 7 villages qui bénéficient de ce projet d'électrification qui a coûté 517 millions de francs CFA. Nous avons associé les consommateurs, donc ceux qui sont directement bénéficiaires de ces crédits-là, on les a constitués en association et nous avons aussi fait appel à un prestataire privé, 3ES, qui sera chargé justement de la maintenance technique, mais aussi la distribution de l'électricité aux populations. Le ministère de l'Énergie se réjouit de cette offre énergétique dans ces villages, autant pour les abonnés qui, en plus, souhaitent une meilleure fourniture du jus en temps opportun pour leur permettre de mener convenablement leurs activités. Cette nouvelle dénomination dans l'univers des associations médiatiques au Burkina Faso, l'Union burkinabé des éditeurs privés de services de télévision, s'est révélée au public ce week-end à travers une conférence de presse. Son objectif, faire face à la concurrence. Vincent Tiendrebego. C'est le nouveau-né des associations du monde des médias au Burkina Faso. L'Union burkinabé des éditeurs privés de services de télévision, créée depuis juin 2016, vient d'être reconnue par les pouvoirs publics. Il s'agit notamment de regrouper les entreprises commerciales ayant pour activité l'édition et la commercialisation de services de télévision, de promouvoir et de développer entre ses membres des relations de bonne confraternité et de solidarité professionnelle tout en respectant l'indépendance commerciale de chaque membre, d'aider à résoudre d'éventuels problèmes se rapportant au développement de la profession. Une union burkinabé des éditeurs privés de services de télévision, c'est pour aussi la défense des intérêts de ses membres. Sitôt créée, l'union a déjà sa liste de doléances. Nous sommes pratiquement, que nous le voulions ou non, de facto en concurrence avec les chaînes de télévision internationales qui sont contenues sur les bouquets. Aujourd'hui, il y a autant de Burkinabés parfois qui suivent les chaînes locales que les chaînes internationales qui sont sur les bouquets. Qu'est-ce que l'association pourrait entreprendre? Pas pour se soustraire à la concurrence internationale, mais pour qu'il puisse avoir des textes quand même favorables aux médias locaux. Le Burkina Faso connaît actuellement une transition technologique avec la mise en œuvre de la TNT, la télévision numérique de terre. Et les télévisions privées semblent en avance par rapport à ce projet et demandent aux parties prenantes d'accélérer le pas. On en vient au dossier de notre édition, l'autisme. Cette maladie caractérisée par des troubles de comportement chez les enfants. Au Burkina Faso, aucun chiffre n'est disponible sur le nombre de personnes touchées par la maladie. Ce 2 avril, la communauté internationale consacre la journée à l'autisme, une journée d'échange et de partage d'expériences sur la maladie. Gérard Sommet, Zalissa Sanfo. Le autisme, encore tabou au Burkina Faso. La plupart des gens que nous rencontrons nous confient l'avoir découvert à travers un feuilleton dénommé Antara, diffusé par une chaîne de télé de la place. Pourtant, selon l'OMS, un enfant sur 100 en France est autiste. Et en Afrique, même si les chiffres n'existent pas,
Ils sont des dizaines de milliers d'enfants à souffrir de cette déficience. Dans ce centre à Paspanga, à Ouagadougou, que nous ne vous montrerons pas des images pour des raisons d'intimité, une vingtaine d'enfants diagnostiqués autistes prennent cours. Et selon la présidente de l'association des parents d'autistes, ils sont encore plus nombreux. Et du fait de la méconnaissance de la maladie et des pesanteurs socioculturelles, la plupart des enfants souffrant d'autisme sont gardés dans les maisons et traités comme des malades mentaux. Généralement, en Afrique, de toute façon, nous tous, on a fait le tour. En Afrique, quand tu as un enfant qui ne parle pas assez très tôt, qui est turbulent, qui ne dort pas, on met ça sur le dos des sorciers, on court dans les brousses, les marabouts, tout ça. Il y a des gens, par méconnaissance de la pathologie, les enfants sont laissés à eux-mêmes et puis voilà, ils grandissent comme ça et puis irrécupérables. Aujourd'hui, le monde entier commémore cette journée sous le signe « Brisons les barrières contre le autisme ». Et tous les parents d'enfants autistes disent attendre beaucoup de l'État pour briser effectivement les barrières. Nos attentes sont beaucoup plus gouvernementales. Parce que sans l'appui du gouvernement, ce n'est pas très évident pour nos enfants atteints d'autisme. Il faut vraiment des actions concrètes pour la prise en charge pratiquement inexistante. Parce que n'eût été cette association, nous, on ne savait pas où amener les enfants. On serait peut-être obligé de les amener à l'extérieur parce que la pathologie est carrément méconnue au Burkina. Troubles de comportement, de langage, isolement. Difficile de trouver des signes particuliers caractéristiques du autisme si ce n'est dans un centre hospitalier. On peut travailler à réduire les caractéristiques autistiques, mais on n'en guérit jamais, définitivement. Mère d'un enfant autiste, Nadia Traoré refuse de voir son enfant plonger. Cette mère courage a engagé un combat pour changer le regard sur la maladie. Comment vit-elle son combat? Quels sont les obstacles auxquels elle est souvent confrontée? On en parle avec Zalissa Sanfo et Girard Sommet. Drabochen partage avec ses amis ici le jeu, le goût de la nourriture, ses instants de joie et de partage, de crainte aussi. Bref, tout ce qui caractérise une enfance heureuse et sans histoire. Alors, qui parierait qu'entre Sean et ses amis, il existe une différence aussi minime soit-elle. Pourtant, la différence est bien là. Sean est autiste. Sean a été diagnostiqué autiste quand il avait 4 ans et demi, en 2014. Auparavant, on ne savait pas ce qu'il avait, il ne parlait juste pas. Après ce diagnostic, Madame Nadia Traoré, la mère de Sean, nous confie avoir sombré un bon moment dans le désespoir. Les nuits blanches, à se demander que deviendra son fils. Puis, le déclic vint un jour d'une journée comme celle-là, la journée mondiale des autistes. De témoignage en témoignage, l'espoir de reconquérir l'avenir compromis de son fils est né. Il faut accuser le coup parce que c'est pas évident pour un parent de se dire ok, mon fils ou ma fille a tel ou tel problème et ensuite est-ce qu'on peut l'aider? Le plus dur, je crois, c'est quand on vous dit qu'on ne peut pas guérir l'autisme, que votre enfant va rester comme il est toute sa vie. À un moment donné, j'ai réalisé que personne n'allait se battre pour mon fils. Il fallait que j'essaye de le faire sortir de là. C'est le début d'un combat très difficile dont les seules armes sont amour, tendresse, dévouement et surtout patience. Pour lui apprendre merci, ça m'a pris 4 mois. Il faut chaque fois lui dire, par exemple, lui donner quelque chose et vous-même vous répétez merci et vous le faites répéter merci. Demain encore ou même le même jour, vous refaites encore une autre situation. Vous le mettez encore dans cette situation et vous lui dites qu'est-ce qu'on dit? Il ne va pas s'intéresser, mais tant qu'il ne dit pas, on ne passe pas à autre chose. C'est comme ça qu'il apprend. C'est-à-dire que pour nous, on va comprendre et c'est comme ça qu'on va apprendre, mais chez lui, c'est l'inverse.
il apprend de façon automatique et ensuite il commence à comprendre. Drabochen est scolarisé aujourd'hui dans une école classique de la place. Les encadreurs y connaissent un début très difficile, mais aujourd'hui, la tempête est bien loin. Au mois d'octobre, il faisait des crises, donc ce n'était pas facile. Voilà. Mais au fur et à mesure, il a compris et il a changé. Sinon, ça n'a pas été facile. Moindre bruit seulement, il était agité. Je suis très, très, très heureuse de ces progrès. Le résultat de tous les efforts est là. La mère de Chun envisage désormais l'avenir de son fils avec plus de sérénité. Pour aller plus loin sur ce sujet, je reçois Ibrahim Zoungrana, psychologue et spécialiste de l'autisme au Burkina. Bonsoir et merci de venir répondre à nos questions. Bonsoir, M. Kindo. Oui, on parle d'autisme, mais est-ce que c'est une maladie? L'autisme n'est pas une maladie. L'autisme est un trouble neurodéveloppemental qui survient très tôt dans la vie d'un enfant et qui va suivre un développement qui conduira cet enfant-là, en général autour de 3 ans, à connaître de grosses difficultés au niveau de ce qu'on appelle l'interaction sociale réciproque, c'est-à-dire que ça va être des enfants qui seront repliés sur eux-mêmes. On aura l'impression qu'ils n'entendent pas, qu'ils sont sourds et qui ne vont pas respecter les codes sociaux. Par exemple, c'est des enfants que, par exemple, vous allez saluer qui ne vont pas vous regarder ou bien qui ne vont même pas vous répondre. Ensuite, il y a un deuxième élément, c'est des troubles au niveau de la communication. C'est-à-dire que soit ils n'ont pas le langage verbal, ou bien même quand ils l'ont, ils ne l'utilisent pas pour communiquer. Voilà. Et il y a un troisième élément, c'est ce qu'on appelle les comportements inadaptés. C'est-à-dire que c'est des comportements restreints, très appauvris, et répétitifs et stéréotypés. Donc ça va être des enfants que vous allez voir généralement, qui sont toujours en train de jouer avec la même chose. Ou bien ça va être peut-être un petit fil qu'il a coupé quelque part, il est là, il va passer tout le temps à jouer avec, il va être en train de jouer avec ses doigts. Ou bien il peut être là en train de regarder le brasseur en train de tourner. Donc en plus de ces éléments, chez certains enfants, il y a d'autres éléments qui sont associés. On peut avoir des troubles au niveau de l'alimentation. Ça va être des enfants qui vont être très sélectifs au niveau de l'alimentation. On peut avoir également des troubles au niveau du sommeil. C'est des enfants qui vont dormir très tard, qui se réveillent très tôt et on a l'impression qu'ils ne sont pas du tout fatigués. Et il y a ce qu'on appelle aussi des troubles au niveau du comportement, du type hyperactivité, des enfants qui bougent beaucoup. Et on a l'impression qu'ils ne sont jamais fatigués, quoi, etc., etc. Donc, il y a ces signes-là généralement qu'on rencontre chez ces enfants-là. Oui. Et la dame l'a dit, la mère de Chan, Nadia Traoré, ça a été difficile de pouvoir diagnostiquer le mal. Est-ce qu'au Burkina, c'est le cas? En effet, il fut un moment au Burkina où c'était également difficile de poser le diagnostic. Mais aujourd'hui, de plus en plus, on arrive quand même à poser le diagnostic parce qu'il y a des professionnels quand même aujourd'hui qui sont assez expérimentés. Et il y a le service de pédopsychiatrie de l'hôpital Yalgado aussi qui peut poser un diagnostic. Aujourd'hui, on peut poser le diagnostic de l'autisme au Burkina. Oui. Et est-ce qu'il y a des formes particulières d'autisme? Alors, il faut savoir qu'au niveau de l'autisme, il y a plusieurs formes. Il y a plusieurs formes d'autisme. Il y a ce qu'on appelle la forme typique qui est caractérisée par ce que je viens de dire tout de suite. Et il y a d'autres formes qu'on dit formes atypiques, dans lesquelles on peut trouver ce qu'on appelle le syndrome de Rett, qui est une maladie génétique, voilà, qui touche essentiellement les filles et qui traverse une période autistique. Il y a ce qu'on appelle le syndrome d'Asperger. Ça, c'est une forme d'autisme qu'on dit autisme de haut niveau. C'est les autistes qui ont le langage et qui sont très, très intelligents. Et d'aucuns disent même qu'Einstein était autiste Asperger. Et est-ce qu'on peut guérir de ça? La dame l'a dit, on ne peut pas guérir. L'autisme, ce n'est pas une maladie, donc on ne peut pas parler de guérison. Peut-être la question, ça va être est-ce qu'on peut sortir de l'autisme? Bon, à ce sujet-là, ce qui est dit actuellement, bon, quand on est autiste pour la vie. Mais, vous savez, dans le domaine de l'autisme, les choses évoluent tellement vite que, par exemple, il y a une psychologue française, dont je n'ai pas le nom, qui a écrit un livre qu'on appelle « Vaincre l'autisme ». Elle estime qu'elle arrive à sortir son enfant de l'autisme. Donc on va dire qu'au niveau de l'autisme, les choses évoluent très vite, qu'on ne peut pas porter de jugement vraiment définitif, quoi. Voilà, là-dessus. Et ce qui rend compliqué la tâche des parents d'enfants autistes, c'est souvent le regard de la société. Oui, ça c'est vraiment difficile parce que vous savez, quand vous avez un enfant qui est tranquille, qui est dans son coin, qui ne pose pas de problème, ça ne dérange personne. Alors que vous voyez que dans l'autisme, les troubles de comportement sont vraiment fréquents.
Donc, ce qui fait que c'est vraiment difficile. On ne peut pas les amener dans un endroit où il y a le public parce que, bon, il peut vous faire une crise d'angoisse, ils bougent beaucoup, ils gâtent tout. Donc ça, c'est compliqué. Et comme ils ont des comportements qu'on dit bizarres, entre griffes, ça fait que le regard des autres, c'est vraiment difficile. Ce qui fait qu'aujourd'hui, même quand on arrive à inscrire ces enfants-là dans les écoles, c'est compliqué parce qu'il y a certains parents qui ne l'acceptent pas du tout. Voilà. Et Madame Traoré l'a dit, elle se retrouve souvent seule avec leur enfant. La vérité, c'est ça. Parce que nous, au niveau de notre structure, ce qui a motivé même la création de la structure, c'est ça. Parce qu'on a été confronté au problème où, bon, jusqu'à présent, les enfants, quand ils sont petits, ça va encore parce qu'on les accepte à la maternelle. Mais quand ils franchissent cette étape-là, pour passer au CEP, là, c'est compliqué. Donc, les parents sont vraiment livrés à eux-mêmes. Aujourd'hui, au Burkina, toutes les structures qui existent dans le domaine de la prise en charge de l'autisme, j'allais dire que c'est des initiatives privées. Voilà, c'est des gens qui ont été confrontés à la situation, qui ont été obligés d'ouvrir une école. C'est des parents qui ont été confrontés à la difficulté, qui ont été obligés de créer des associations. Donc, au niveau du gouvernement, il n'existe pas de structure? Pour le moment, il n'y a pas de structure au niveau du gouvernement qui s'occupe des personnes autistes. Il n'y en a pas. C'est vrai qu'au niveau de l'hôpital, il y a le Gado, il y a un service de pédopsychiatrie qui s'en occupe. Mais bon, c'est-à-dire qu'eux aussi, ils sont... Il y a tellement de cas que bon, c'est juste des séances de 1 à 2 séances par semaine et ça, c'est vraiment pas suffisant. Parce que l'autiste, ça doit être quelqu'un qui, de façon permanente, doit être en situation d'apprentissage, quoi. Oui, et on l'a vu, est-ce que la prise en charge elle est médicamenteuse ou bien c'est juste des séances psychologiques? En fait, ce qui est recommandé, c'est qu'au niveau de l'autisme, la prise en charge doit être envisagée sur 3 points. C'est-à-dire que le premier point, c'est éducatif. Nous, on dit éducatif toujours, parce que c'est des enfants qui ont besoin de façon permanente d'être en situation d'apprentissage. Et ce éducatif-là, l'objectif, c'est vraiment leur autonomie. Le deuxième élément, c'est pédagogique. Pédagogique, si possible, parce que nous, dans notre contexte, c'est difficile de scolariser ces enfants-là. Voilà. Donc, le volet pédagogique, c'est vraiment les apprentissages. Voilà. En réalité, la priorité devait être de pouvoir scolariser les enfants dans les classes ordinaires. Mais comme ce n'est pas le cas aujourd'hui, bon, on est obligé de trouver des structures spécialisées pour eux. Maintenant, le troisième élément, c'est thérapeutique. Le niveau thérapeutique, ça concerne la santé mentale et physique de l'enfant. Parce que vous aurez des enfants, par exemple, qui vont traverser des périodes d'angoisse très difficiles dans les actes de la vie quotidienne. Ça peut être même au niveau des activités pédagogiques ou éducatives, qui vont faire que bon, ils ont besoin forcément d'un suivi thérapeutique, quoi, déjà pour essayer d'identifier tout ce qui est source d'angoisse et travailler dessus pour réduire ça, pour les permettre vraiment de pouvoir faire les autres activités, quoi. Et ça peut conduire à la réinsertion sociale. Oui, vous avez la preuve déjà, on a vu le reportage que vous avez montré. Et dans ce sens-là, moi, je voulais vraiment dire aux parents, c'est vrai que ce n'est pas simple, mais l'autisme, ce n'est pas une fatalité. Si l'autisme est vraiment pris en charge très tôt avec des méthodes adaptées, on arrive quand même à pouvoir insérer les enfants. Merci à vous, M. Ibrahim Zoungrana, d'être venu répondre à nos questions. Je rappelle que vous êtes psychologue, vous êtes également fondateur d'un centre de prise en charge des directeur enfants. de l'école pour personnes en situation d'autisme. Merci d'être venu. Et pour être complet sur ce sujet, allons à la découverte d'un centre d'accompagnement des enfants autistes à Ouagadougou, un centre créé par l'Association burkinabé d'accompagnement psychologique et d'aide à l'enfance. Un centre qui accompagne mais aussi qui mène un plaidoyer pour les parents et les enfants. Omar Zombré. Ces dessins ont été réalisés par des enfants autistes. Ils sont tous pris en charge par l'Association burkinabé d'accompagnement psychologique et d'aide à l'enfance, ABAP. Cette association se bat pour la réinsertion des enfants en situation de handicap. Le centre prépare les enfants à avoir des prérequis de base académique pour qu'un jour, quand ils seront insérés dans une école classique, qu'ils puissent être adaptés au système éducatif classique. Ça veut dire que notre prise en charge, c'est Made in Burkina, une prise en charge adaptée à notre contexte burkinabé. Parce que nous, on prépare les enfants à intégrer la société. Donc, il ne faut pas que cette éducation soit en déphasage avec le système social. Aruna Kabouré est père d'un enfant autiste. Son enfant n'aimait pas rester en classe, mais depuis qu'il a été admis à l'ABAP, la donne a complètement changé. Dès qu'il est arrivé ici, il a appris à rester en classe déjà. Ça, c'est déjà un bon signe. Pendant toute l'année, il a été apprécié même dans cette école maternelle. C'est le matin qu'il était là-bas et le soir, il venait ici. Il avait déjà appris à rester tranquille en classe. On ne nous l'a pas remis. Donc toute l'année scolaire, il est resté. Et cette année,
Le responsable de ce centre-là a décidé de l'inscrire au CP1. Les résultats sont alloquants, on est vraiment très contents parce que parmi les deux compositions, il avait plus de 7 de moyenne. L'association burkinabé d'accompagnement psychologique et d'aide à l'enfance a en charge 52 enfants en situation difficile, dont 46 autistes. Elle a été créée en 2011 et a un but non lucratif. Dans le reste de l'actualité, la région de la boucle du Mohun est connue comme région agricole par excellence, mais c'est aussi une région qui enregistre le plus fort taux de malnutrition aiguë au Burkina. Cette situation interpelle le département de la santé de la région qui mène diverses actions pour réduire ce taux. Focus sur ces activités avec Yves Ramba et Christophe Traoré. La situation de la malnutrition infantile n'est guère reluisante dans la région de la boucle du Mohun, communément appelée grenier du Burkina. Contrairement à ce statut, c'est la région qui enregistre le plus fort taux de malnutrition infantile aiguë au Burkina. Pourquoi un tel paradoxe? Il ressort que les femmes qui allaitent exclusivement au sein, le nombre de femmes ou la proportion de femmes qui allaitent exclusivement au sein est moins élevé que le niveau national. On a 40% de femmes qui pratiquent qui font des bonnes pratiques d'allaitement maternel au niveau de la région, et au niveau national, nous sommes à 50%. C'est pour dire que cette pratique, c'est des mauvaises pratiques d'allaitement maternel peuvent être source de malnutrition. Face à cette situation, le département de la santé de la région développe plusieurs actions pour réduire ce taux de prévalence dans la zone. Nous faisons des activités de promotion des bonnes pratiques. Nous mettons en œuvre des activités de sensibilisation pour éviter que les enfants tombent malades et donner l'information juste aux populations. Et si on a des cas de malnutrition, ils sont pris en charge au niveau de formation sanitaire. Parmi ces multiples actions menées en faveur des enfants malnutris, figure la farine Mizola. Sa composition est bénéfique pour les enfants. Le Mizola est connu par les autorités sanitaires, voilà, comme les autres aliments infantiles. Voilà, mais bon, lui, il est produit localement. Et aussi, autre chose, c'est une farine qui est accessible. Fabriquée localement, la farine Mizola est vendue dans les dépôts pharmaceutiques, les centres de santé et de promotion sociale et sur le marché. Au niveau de la province du Mohun, c'est l'association Erasine de Passa-Congo qui produit la farine Mizola. Je vous le disais en titre, ce marché atypique où on ne vend que des têtes et pattes de bovins ou caprins à Ouagadougou, appelé en moré Bouzoutiar. On peut y trouver des restes d'animaux. Les clients viennent souvent de loin comme le Nigeria, le Bénin et le Ghana pour s'approvisionner. Bouzoutiar génère des revenus non négligeables pour ceux qui y travaillent. On fait les courses avec Adama Guiti et Oumar Zombré. C'est un marché pas comme les autres. Bouzoutiar en langue morée, ce qui signifie marché des têtes de chèvres. Dans ce marché, en plus des petits ruminants, moutons et chèvres, on trouve également des pattes, des têtes, des queues, mais aussi des peaux de bœufs. Rien de ce ruminant n'est à jeter. Kader et Omar travaillent dans ce marché atypique depuis près d'1 an. Leur tâche, débarrasser les pattes de bœufs de leurs poils. Lamzo. Pour faire quoi? Pour enlever les poils. Par jour, tu peux arranger combien de parts de bœufs comme ça? 40, 50. Si le bœuf là vient beaucoup seulement. Voilà, en tout cas, ce travail nous nourrit et on n'a pas de problème. Par jour, ce sont plusieurs centaines, voire des milliers de 5e quartiers de bovins, ovins et caprins qui transitent par ici. À Bouzoutiar, le travail se fait à la chaîne. En plus de ceux qui rasent les poils, il y a des gens pour dépecer, saupoudrer les pattes, mais aussi et surtout des personnes pour les griller. Ici, peu importe la quantité de peaux, nous pouvons les griller en une journée. Aujourd'hui, nous avons plus de 1000 peaux à passer au feu et nous sommes là-dessus. Dans ce marché situé non loin du Siao, les clients majoritairement composés de femmes viennent d'un peu partout de Ouagadougou pour s'approvisionner ici, soit pour la consommation ou pour la vente. J'ai payé au total les queues plus les peaux là, pour 30 500. C'est bien pour la sauce, pour faire les sauces graines, les sauces gombo, tout ça, la sauce claire, c'est bien, c'est doux. Moi, je peux aller préparer ça, bouillir ça à la maison pour aller revendre au marché. Donc, des gens aussi viennent payer avec moi. Il y a des gens qui vendent dans les restaurants aussi. Ils viennent payer pour aller préparer les nourritures pour revendre.
À côté de ses clientes locales, il y a ceux ou celles qui traversent les frontières pour venir jusqu'à Bouzoutiar. Peau, pattes, tête, même les parties les plus intimes des bœufs sont une véritable mine d'or pour ces businesswomen venues pour la plupart du Ghana. Je paie tout, pâtes et puis peau et puis cuit. Pour vendre au Ghana. Il va venir dormir ici. À demain, il va payer, acheter, il va partir, vendre. Pour mener des camions là, il va descendre au Ghana là, il va vendre. Ces pots coûtent en moyenne 15 000 francs CFA l'unité et 1 000 francs CFA pour les pattes de bœuf, ce qui est une manne financière non négligeable pour ces hommes qui, avant, ne savaient pas quoi en faire. Avant, les gens ne savaient pas que ces parties étaient bonnes à manger. Depuis que les Ghanéens, les Nigériens et les Béninois ont commencé à s'y intéresser, cela a suscité l'intérêt de nos frères. Et ils ont trouvé que c'est bon. Sinon, avant, on jetait les peaux, les têtes et même les pattes. Selon Kakou Zongo, le marché des peaux, pattes et autres parties des ruminants est en plein essor après avoir connu un léger ralentissement suite à l'insurrection populaire d'octobre 2014. Il avoue que même s'il n'existe pas de chiffre officiel sur son business, certaines personnes peuvent faire des recettes allant d'1 à 2 millions de francs CFA par jour. Ils sont originaires de Bilbalgo, Kamsanguin ou encore Tampoui, des quartiers de Ouagadougou. Mais l'urbanisation galopante a entraîné une dispersion des ressortissants de ces quartiers de la capitale. Pourtant, leurs ancêtres ont foulé le sol de Ouagadougou depuis près de 300 ans. Ils ont décidé aujourd'hui de se retrouver pour un retour aux sources avec Nathalie Sawadgo. C'est un retour aux sources pour ces dignitaires du royaume Mossi. L'émotion est grande. Fils, arrière-petit-fils et filles de Sana et de Sanfinsi, selon l'histoire, leurs descendants auraient quitté le village Pamtanga, situé à environ 3 km de la commune rurale de Dapelgo, il y a de cela 300 ans, pour s'installer à Ouagadougou. Aujourd'hui, ils décident de revenir sur la terre de leurs ancêtres pour montrer leur attachement aux origines. Depuis que je suis né, j'entends que notre village c'est à Dapelgo, mais c'est quel village, on ne sait pas. Oui, mais maintenant là, tout est clair. En tant qu'arrière-petit-fils, et c'est un réel plaisir pour nous de venir connaître la base en tant qu'artiste aussi. Et il est important pour moi de travailler pour que l'histoire puisse être à la portée de tout le monde. Chants, danse, sketch et surtout la restitution de l'histoire à la nouvelle génération étaient les temps forts de ces retrouvailles. Nos grands-parents auraient quitté Pamtanga plus de 300 ans. Ils étaient deux, Sana et Sanfinsi. Quand ils sont arrivés à Ouagadougou, ils se sont arrêtés d'abord à Ouidi. Et à Ouidi, le grand frère a été nommé Zaknava de Ouidi. L'autre frère est poursuivi s'établir à Kamsanguin. Lorsque on a voulu avoir un chef, comme le frère de l'autre là se comportait bien, le Moho Nava l'a nommé Bilbal Snava et l'a envoyé à Tampoui où il s'est séjourné à Bilbalro. Désormais, fils et filles de Pamtanga n'ont qu'une seule vision, œuvrer pour le développement de leur localité. À l'étranger au Niger, il n'y aura pas de troisième mandat pour Mahamoudou Issoufou qui cédera son fauteuil en 2021 à la fin de son second quinquennat. Le président de la République refuse ainsi de tripatouiller la Constitution pour se maintenir au pouvoir, comme l'a fait son prédécesseur Mamadou Tandja. Regardez. Mahamoudou Issoufou cédera son fauteuil en 2021 à la fin de son second quinquennat. C'est du moins ce que le président nigérien a laissé entendre samedi soir à la télévision nationale. Réélu en 2016 à la suite d'une élection controversée, il dit souhaiter respecter la Constitution qui limite à 2 quinquennats le mandat présidentiel. Dans un pays où le processus démocratique est souvent interrompu par des coups d'État militaires, c'est un coup d'éclat que vient de réaliser le président, se positionnant comme l'homme de l'alternance pacifique.
Moi, je suis un démocrate dans l'âme. Je n'ai pas cette arrogance de penser que je suis un homme providentiel irremplaçable, a-t-il martelé sur les antennes de la télévision nationale. En promettant de passer le témoin à un autre Nigérian que ses compatriotes auront choisi, Mamadou Issoufou refuse ainsi de se mettre au diapason des réformes constitutionnelles adoptées par certains présidents africains pour se maintenir au pouvoir. Ce fut le cas de son prédécesseur Mamadou Tandja, renversé en 2010 pour avoir fait sauter le verrou constitutionnel. Et pour refermer cette édition, aujourd'hui c'est Dimanche et notre rendez-vous Dimanche Sport, ce soir avec Mamadi Wena. Mamadi, bonsoir. Bonsoir Fousseni. On commence avec le championnat national de première division qui a repris ce week-end le leader, le RCK. Cal à Banfoura et Luso enfonce le BPS à Koudougou. Oui, le BPS va mal Fousseni et le BPS ne sait plus à quel football se vouer parce que les grenouilles bleues n'arrivent pas. Et avec cette défaite devant Luso, et alors que nous allons voir les 2 buts unionistes en image, le BPS chute encore à domicile. Alors que nous allons, le premier but de Luso suite à ce coup de pied arrêté et Assami Barry qui surgit et qui marque pour les rouges et blancs de l'allée. Et en seconde période, c'est suite à ce coup de pied arrêté que le BPS encaisse le 2e but. Et autre équipe aussi qui va mal, c'est l'Asfa Yenenga et qui a perdu vendredi dernier à Bobo devant Raimo, alors que nous avons vu le but de Raimo marqué à la 34e minute par Franck Traoré. Donc, pendant ce temps, on repart au niveau du bas du tableau. Le Santos FC, qui était jusque-là avant-dernier du championnat national, a réussi à battre COSAF hier par le score d'1-0 au stade municipal. Et la sensation, comme on le disait tantôt, vient de Banfoura, où Lusco a tenu en échec le RCK, qui est leader incontesté de ce championnat, par un score d'1 but partout. Et Lusco, qui mercredi dernier avait tenu en échec le RCK au stade municipal, et les 2 équipes s'étaient quittées sur le score de 0 but partout. C'était un match en retard de la 15e journée. Autre résultat de cette 16e journée, la première journée de la phase retour, EFO AS Sonabel que nous avons diffusé en direct sur la RTB, 0 partout. Majestic ASFB, 0 partout également. AGM AS Police qui s'est joué cet après-midi. L'AS Police est allé s'imposer 1-2 au stade Woubi de Bobo Dioulasso. Le match USFA RCB, lui, a été reporté et suite au décès du gardien de but du RCB, Charlemagne Milero, jeudi dernier. Et comme les obsèques ont eu lieu samedi, c'était difficile pour le RCB de jouer ce match-là et ce match a été reporté. Oui. On parle également de la Ligue 1 française avec Prégis Nakoulman qui signe le doublé et permet à Nantes de s'imposer 2-1. Oui, Prégis Nakoulman qui marche actuellement sur l'eau et grâce à ce doublé, il a permis à Nantes, comme vous l'avez dit tantôt, de s'imposer 2-1 devant Angers. Et c'est le 2e doublé de Prégis Nakoulman après celui du 11 mars dernier. Et ça fait 4 buts en 4 titularisations pour le néo-nantais, parce que Prégis Nakoulman est arrivé à Nantes après la CAN, donc en février. Et avant de clore, c'est une autre information. C'est demain que le RCK saura s'il sera sanctionné ou pas suite aux incidents du match retour des 16e de finale de la Ligue des Champions RCK USMA. Et en attendant, au niveau de la CAF, il y a des bouleversements. Et le tout nouveau président Ahmad le Malgache a dissous la commission des arbitres et c'est le Seychellois Eddy Maillet qui assure l'intérim. Donc peut-être que ça serait l'une de ses premières décisions. On attend de voir. Voilà le développement de toutes ces informations sportives et bien d'autres demain lundi au magazine des sports. Oui, sûrement demain on verra beaucoup plus d'informations et plus d'images. Merci à vous, Mamadi Wena, d'être venu pour Dimanche Sport de ce dimanche. À dimanche prochain pour un autre rendez-vous. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de votre attention. Très bonne suite de programme sur la RTB. Au revoir.